Quand on parle de jeux vidéo, on pense tout de suite à son histoire, son gameplay, la fluidité des graphismes, et souvent on peut s'arrêter à son jugement à ces critères. Et c'est vrai que si c'est catastrophique sur ces points-là, ça vaut peut-être pas le coup de s'attarder sur le jeu. Mais il ne faut pas oublier que derrière chacune de ces productions, il y a une réflexion graphique, sur le style général du jeu, de son univers, l'allure des personnages, en passant par les armes, les véhicules, les créatures, les interfaces, etc. Alors que ça vaille le coup de jouer au jeu ou non, c'est toujours intéressant de se plonger dans son univers artistique, ses subtilités et les personnes qui y ont participé. Bienvenue dans Beyond, aujourd'hui on va parler d'une sortie récente qui a fait beaucoup parler, Cyberpunk 2077. Pour le présenter rapidement, Cyberpunk 2077 est un projet qui a débuté en 2012 dans les bureaux de CD Projekt. C'est un RPG, soit un jeu vidéo de rôle de type action en vue première personne dans un monde ouvert et interactif. L'histoire se déroule au gré de quêtes que l'on obtient auprès des personnages du jeu qui vont nous aider ou non, et chaque fin de quête laisse place à une récompense en argent ou en équipement. Mais à la base, c'est un jeu de rôle sur table créé en 1988 par Mike Pondsmith, dont l'histoire s'inspire de la nouvelle Hardwired de Walter John Williams et se déroule au départ en 2013, puis en 2020, dans la ville futuriste et dystopique de Night City, où les maîtres mots sont profit et progrès. C'est d'ailleurs sur la base de l'histoire des JDR que le jeu de 2020 se fera, car le personnage de Johnny Silverhand, brillamment interprété par Keanu Reeves, tire son passé du contenu des jeux d'origine. Il va d'ailleurs permettre de faire un pont intéressant entre passé et présent, mais aussi entre les origines du jeu et sa nouvelle version. Ce fut un projet super attendu par les fans, ce qui a fait que les investisseurs ont demandé aux développeurs de se super dépêcher, pour qu'au final beaucoup de gens soient super déçus à sa sortie en décembre 2020, notamment les joueurs console. Je sais pas si c'est l'histoire exacte, c'est plutôt mon ressenti, mais ce serait pas la première fois que ça arrive. Une des inspirations, si ce n'est l'inspiration principale, de beaucoup de films, séries et jeux de science-fiction actuels sont les univers moralement complexes des romans d'anticipation de Philip K. Dick, dont découle le film de 1982 Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, et par conséquent son prédécesseur Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Le film de 1982 s'inspire de la nouvelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, mais tire son nom d'un roman d'Alan E. Nourse, qui met en scène un employé d'un service médical clandestin qui court acheter des scalpels illégalement la nuit. D'où le nom Blade Runner. Parce qu'il court avec des lames en fait. Et pour remonter encore plus loin en termes d'inspiration, c'est la série de bandes dessinées de polar futuriste scénarisée par Dan O'Bannon, The Long Tomorrow, qui a inspiré les visuels de Blade Runner. Cette dernière fut illustrée et publiée par le célèbre Moebius, aka Jean Giraud, en 1976 dans les magazines français de science-fiction Métal Hurlant, qui d'ailleurs n'était visiblement pas enjaillé par la sortie cinéma de Blade Runner, puisqu'ils l'ont traité, je cite, de la seconde mort de Philip K. Dick. Force à lui quand même, hein. Le nom du style cyberpunk ne vient pas de nulle part. Il entre en vigueur via les romans de William Gibson, un auteur américain principalement connu pour son bouquin Neuromancien, qui a le droit à un petit clin d'œil dans le jeu, et qui raconte l'histoire de cyberpirates, qui dans une société dystopique contrôlée par des états-corporations corrompent et récupèrent les données sensibles dans un espace virtuel où ils peuvent prendre corps appelé la Matrice. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est quand même assez évident. Non. En somme, vous aurez compris la recette du cyberpunk, mais on va quand même résumer. Selon la définition du High Aesthetic Wiki, le cyberpunk est un genre artistique futuriste défini par le high-tech low-life, qui, comme son nom l'indique, donne une place majeure à la technologie au travers de l'intelligence artificielle, le transhumanisme, les simulations, etc. En synergie avec un contexte social qui s'exprime via des guerres de gangs, une lutte des classes sous-jacentes et des autorités corrompues. N'oublions pas malgré tout que, comme le présente très bien le site Aesthetic Wiki, le genre du cyberpunk n'est qu'une longueur d'onde d'un spectre très large de styles visuels tout aussi méconnus qu'originaux qui s'appliquent à divers médias. Sans être exhaustif, on pourrait parler du lo-fi, du retrowave et du synthwave qui se retrouvent énormément dans le domaine musical, mais qui ont une patte visuelle très remarquable. Hormis ceux que je connaissais d'apparence ou de nom, j'ai pu découvrir le Dark Academia ou le Technocore, mettant en scène des univers gouvernés par les technologies analogiques. Alors j'ai regardé ce que c'était une technologie analogique, et le premier exemple c'est les thermomètres. Du coup j'espère que ça vous aide à vous représenter ce que c'est le Technocore. Évidemment j'ai cité Blade Runner, mais de ses inspirations et du style cyberpunk naîtront au fil des années de nombreuses œuvres que vous connaissez certainement. Akira, Ghost in the Shell, Matrix, Altered Carbon, et même le 5ème élément. Parce que voilà, au moins on aura 15 français. Mais ça c'est pour les exemples les plus connus du domaine du cinéma, qui a permis de développer le genre visuellement et de l'introduire au grand public.
mais il a ensuite pu s'épanouir à travers d'autres médias que l'on n'attendait pas forcément, comme les jeux vidéo par exemple, qui mettent en avant des histoires uniques de personnages souvent désabusés ou dépassés par le monde qui les entoure, et proposent aux joueurs de participer à la réflexion autour des choix éthiques qu'ils doivent faire. Ce n'est pas étonnant que le genre fasse véritablement connaître son nom au travers du jeu vidéo, car il est selon moi un des meilleurs moyens d'exploiter le genre cyberpunk. Les auteurs des années 70 qui l'ont créé via leurs livres cherchaient à créer un questionnement interne chez les lecteurs. Aujourd'hui, on peut créer un dilemme dans le jeu, mais aussi toutes ces solutions alternatives ainsi que les conséquences que chacune d'elles va générer. La bande dessinée comporte de célèbres exemples d'adaptation cyberpunk. Elle propose souvent une exploration visuelle créative du genre puisque les contraintes techniques sont moindres quand elles n'impliquent que l'imagination du dessinateur et son crayon. Ce média n'oublie pas de s'inspirer des nouvelles cyberpunk des années 60-70, mais il a pu également réinventer les problématiques du genre. Quelques grosses licences de la BD ont également tenté, dans des numéros spéciaux ou des univers alternatifs, de s'approprier le style futuriste et technologique en question. La musique cyberpunk de son côté a un passé déjà bien complet, notamment dans le domaine des bandes originales de films. Les visuels cyberpunk ont malgré tout été exploités dans divers genres musicaux plus ou moins connus. Mais le gap qui se fait entre Vangelis qui a fait la BO de Blade Runner et Lelo qui s'approprie le genre cyberpunk est super intéressant à étudier. Je trouve notamment pertinent le choix de faire une promo musicale de Cyberpunk 2077 avec le groupe de rap Run the Jewel, même si le rap peut paraître comme un choix assez facile dans l'ère musicale actuelle. Bref, je vous recommande les vidéos de ICMI Plant et Novacorp, ils abordent le sujet chacun de leur façon, mais les deux vidéos sont super intéressantes. Il arrive que la communication et la publicité s'approprient le style cyberpunk quand ce dernier colle à leurs propos, notamment quand il est question de vendre des performances technologiques nouvelles ou l'aspect futuriste d'un produit. C'est un peu poussif de parler de pub cyberpunk, car pour moi ce genre dépend aussi d'un contexte et d'une intrigue, mais le côté visuel et futuriste a tout de même son importance. En tout cas, je tiens à faire une mention spéciale à la pub de la Renault Twizy avec David Guetta, qui est aussi le clip de sa musique Alphabet. Voilà, je me défie quiconque de me faire changer d'avis sur le fait que c'est pas une pub cyberpunk. Et en parlant de vêtements, même si on n'en parlait pas du tout, la mode se voit également marquée d'un chapitre cyberpunk assez original, que malheureusement vous ne verrez pas souvent dans la rue. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est la fiction qui inspire la réalité, mais l'arrivée des vêtements intelligents sur le marché me fait beaucoup penser au style des personnages des jeux et des films. Alors, ce que je vais faire dans cette partie va globalement s'apparenter à un très large tableau d'inspiration. Je ne peux évidemment pas définir exactement de quoi se sont inspirés les dizaines d'artistes et designers derrière le jeu, c'est pourquoi je dirais que cette partie mettra seulement en commun ma sensibilité graphique, le fruit de mes recherches, et ma culture graphique personnelle. On peut déjà imaginer que les artistes sont invités à se plonger dans les inspirations dont on a parlé plus tôt, puis à se mettre à la place des personnages qui évoluent entre guerre d'influence et greffe de prothèses dans un univers technologiquement ultra avancé, étroitement lié aux mafias, donc qui est inévitablement ultra violent, et où le profit prend le dessus sur la morale, où tout est corrompu. Le défi pour les équipes artistiques est donc de faire ressortir ces thèmes au travers de tous les éléments graphiques qui vont agrémenter l'histoire. C'est au premier coup d'œil sur un building, une voiture, une arme ou un personnage que l'on doit comprendre de quel univers il provient sans le voir dans son contexte. Le tout créera une immersion qui fera que la direction artistique du projet est complète et que vous n'êtes visuellement pas choqué ou sorti de l'univers lors de votre expérience de jeu. Ce qui va permettre de poser une énorme base commune, c'est évidemment les décors. C'est plus facile d'imaginer le design d'un objet dans un contexte plutôt que l'inverse. C'est pourquoi nous allons d'abord parler de la ville Night City. Pour s'immerger dans cet environnement, il faut s'imaginer plongé dans l'obscurité de quartiers tentaculaires qui sombrent dans les nuages de pollution générés par la surindustrialisation de ce monde futur. Éclairés seulement par ce qui n'est plus naturel, phares, publicités, enseignes, néons, des populations pullulent et déambulent comme des âmes perdues dans les quartiers les plus délaissés. Et à 2 rues de ce tableau d'une morbidité nouvelle, on peut constater, émerveillé ou décontenancé, l'excessive opulence des élites prospères de Night City. Cette ville futuriste propre au jeu s'inspire de ses grandes sœurs historiques, comme le sombre Los Angeles de 2019 dans Blade Runner, qui a d'ailleurs eu droit à son mode dans Cyberpunk 2077 et peut donc devenir votre environnement de jeu. La célèbre ville futuriste de Blade Runner a été imaginée et conceptualisée par Sid Mead et ses équipes. D'ailleurs, avant de mettre un pied dans le monde du cinéma, ce concept artiste de génie dessinait des grippins à la base. Heureusement que la possibilité de changer de domaine lui a été donnée puisqu'il a également travaillé sur la direction artistique du vaisseau de Alien et des motos emblématiques de Tron et fut même plus récemment concept artiste pour le film Elysium avant de tirer sa révérence en 2019. Bon, malgré son nom de personnage de l'âge de glace, gros respect à lui. C'est en compagnie du maître des effets visuels de l'époque, Douglas Trumbull, qui a lui aussi un sacré CV, que Sid a pu donner vie à cette ville emblématique du cinéma de science-fiction. Mais j'aime beaucoup aussi la référence des rues chaotiques de Neo-Tokyo dépeint dans l'œuvre de Katsuhiro Otomo. Le balai envoûtant des milliers de fenêtres allumées et des enseignes rétro-éclairées rappelle l'écrasante beauté visuelle de ce désordre organisé, presque organique. Akira a amené une révolution dans son domaine et j'ai l'impression que chaque grand projet en lien avec le cyberpunk amène un bond technologique significatif, ce qui représente malgré lui assez bien le genre.
Le second aspect esthétique super intéressant du jeu, mais également du style cyberpunk, sont les grands marionnettistes des intrigues qui les composent, les corporations. Je ne pouvais pas les intégrer directement à la ville, même si elles en font partie, car contrairement au reste de la cité, les personnages et les joueurs ont un rapport particulier avec ces bâtiments. Elles sont ancrées sur la ville comme des puces pirates qu'on aurait apposées sur une gigantesque carte mère et qui corrompent tout le système. Elles ont d'ailleurs cette architecture très brute qu'on associe souvent aux bâtiments officiels des régimes dictatoriaux, et plus précisément le régime soviétique. Elles trônent comme des pyramides imperturbables qui semblent millénaires bâties au milieu de vies humaines futiles et éphémères. Également sous forme d'immenses monolithes à l'architecture démesurément verticale, construits de manière à ce qu'on ne voit pas la cime comme pour dominer et soumettre. On pourrait croire qu'ils ont été érigés pour rendre hommage à l'argent et à ceux qui en génèrent le plus. Comme si le profit était devenu une religion et les papes de cette religion étaient des PDG de multinationales. Posées au milieu de la ville comme des piliers divins, les tours s'élèvent toutes plus hautes les unes que les autres, comme pour dissuader quiconque voudrait perturber l'ordre établi. De l'extérieur, ça paraît tiré par les cheveux comme interprétation, mais une fois à l'intérieur, les inspirations ecclésiastiques deviennent évidentes. On se retrouve face à des grandes salles vides aux innombrables piliers, des blocs de béton brut faisant office d'autel, des halls suggérant des orgues monumentales, ou encore des promontoires solennels mettant en lumière des reliques du capitalisme. Bien que l'architecture donne une image expressive aux corporations, elles ne bougent pas et restent implantées où elles sont. Contrairement à leur logo, qui s'avère intéressant à analyser dans leur construction. Ils sont exportés aux quatre coins de la ville, imprimés sur les produits et les appareils des multinationales, ils rappellent à la population d'une part leur existence, mais aussi ce qu'elles incarnent. Un travail efficace a été fait pour inventer ces marques et la représentation que l'on s'en fait. Même dans le contexte d'un jeu, c'est un exercice complexe qui demande mûre réflexion. Arasaka, Archer, Konpeki, Militech et autres fabricants d'armes, grands hôteliers, leaders de l'automobile, concepteurs de prothèses ou experts en cybersécurité, tous se sont imposés dans un domaine et y règnent en maître à présent. La référence originale de ces firmes est celle qui crée les réplicantes, qui tyrannisent l'inspecteur Rick Deckard dans Blade Runner, la Tyrell Corporation. Elle bénéficie aussi d'un logo et comme à l'image des QG de toutes ces entreprises, les logos prennent vie sous des formes de monogrammes très brutes et rigides. Ils incarnent l'inflexibilité des compagnies via des formes simples et sans défaut aux angles parfaitement pointus. Cette esthétique agressive n'est pas anodine et laisse présager ce qui nous attend quand on passe la porte d'un bâtiment comportant un de ces monogrammes. De la même manière dont les corporations ont germé sur la ville, leur technologie s'est greffée aux habitants. Certains en font une parure, un élément d'apparat, mais la majorité n'a d'autre choix que d'en faire un outil pour travailler, pour vivre, pour survivre. Comme les réplicantes de Blade Runner, encore, certains sont dotés d'une capacité de traction pour porter des charges lourdes sur des chantiers. D'autres se servent de cette force pour pavaner et s'enorgueillir de leur puissance. Certains rendent une partie de leur corps létale pour la défense ou pour l'attaque. Soit pour régler des comptes qui améliorent peut-être le destin de leur famille, un peu à la façon des Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, soit pour protéger un corpo pour que ce dernier daigne accorder un souhait en contrepartie, comme le subit Takeshi Kovacs, le personnage principal de Altered Carbon de Richard Morgan. Les humains sont partiellement privatisés par ces multinationales et s'en rendent bien compte. De ce constat naît un désir de rappeler leur appartenance à ce monde et leur existence en tant qu'individu ou en tant que groupe. Ils cherchent à être considérés et à se rassembler via des initiatives comme les tags ou encore leur culture qui persiste comme le démontrent plusieurs statues disséminées dans la ville. Bien que cette ville essaie de les formater et de s'ancrer le plus profondément possible en eux, les habitants de Night City rappellent qu'ils existent par divers moyens, qu'ils soient pacifiques ou violents, durables ou éphémères, vains ou conséquents, logiques ou dénués de sens. Souvent, ces revendications se font par lieu, par quartier, voire par territoire presque dédié à certaines communautés. Ce besoin d'appartenance à autre chose que la société corrompue, qu'ils n'ont pas choisi, devient nécessaire. Que ce soit sous la forme d'un gang, une secte, un culte, une famille ou simplement une origine géographique, suffit à rassembler et à créer ce dont chaque humain caché dans les engrenages de cette machine géante semble avoir besoin, une vraie communauté. La mode reste également un des derniers moyens de se démarquer et de garder une individualité ou de revendiquer une appartenance. Quand on voit tous les personnages liés aux corporations, globalement tous vêtus de costumes classiques, les personnages aux origines les plus modestes se placent plutôt dans un style excentrique, ce qui se rapporte à la dimension punk du genre. D'un côté, on retrouve un style très strict et presque militaire chez les corporations qui apparaît très sobre et souvent dans des teintes de rouge et de noir. D'un autre côté, on trouve du côté de la masse un style qu'on pourrait considérer comme un retour aux années 80. Un mélange rétro-néo, mi-kitsch, mi-futuriste, comme une parodie qui personnellement me rappelle les tenues que l'on pouvait voir dans le deuxième opus de Retour vers le futur. Des styles très flashy, avec des mélanges de matières, des couleurs vives, imaginées par Joanna Johnston, la costumière du film. En dernier, je voudrais aborder tout ce qui est relatif à la technologie, et la mention de Retour vers le futur me semble d'ailleurs logique lorsqu'on s'intéresse au design des véhicules du jeu par exemple. Sans critiquer la diversité automobile du jeu, la célèbre DeLorean semble être une inspiration majeure pour l'aspect de ces derniers et ça semble logique.
La création du dock est à l'image des technologies auxquelles ont accès la majorité modeste des habitants de Night City. Un peu de récupération, des connaissances en bricolage apprises sur le tas, un cœur énergétique et un peu d'huile de coude suffisent à faire rouler les véhicules du citoyen lambda. Mais dans la même logique que le style vestimentaire et les prothèses d'un personnage, son véhicule est plus ou moins neuf et pimpé. Et il y a dans l'univers un jugement de valeur malsain sur les possessions des personnages et même une communication basée sur ce principe. La plupart des intrigues du jeu reposent sur l'opposition entre les corpos et les classes basses de la société, et cette opposition se sent également au niveau des technologies. Acheter une voiture neuve, c'est presque comme montrer son soutien à Archer ou Quadra. Bref, une corporation qui écrase indirectement les populations. Cette classification se ressent à tous les niveaux. Des technologies de marché noir sont proposées pour ceux qui veulent se détacher du système, même si cela peut pousser à l'addiction, la dégradation de la santé ou même la mort. C'est le cas notamment des Braindance, cette technologie qui fait revivre une scène réelle ou imaginaire à qui porte un casque sensoriel. Elles prennent une place importante dans la société et ces dégâts sont tellement visibles sur la population qu'on se demande s'ils n'ont pas été mis là par les corpos pour abrutir le peuple et le rendre plus sensible à leur marketing. Ce système de casque n'est pas sans rappeler celui de la réalité virtuelle qui bénéficie de nombreux designs réels ou fictifs. Cette technologie simule un environnement inexistant. Mais que serait un jeu cyberpunk sans les systèmes de piratage des netrunners, qui lui a son influence sur la réalité ? Souvent au cœur des intrigues du genre, cette technologie prend une place majeure dans Neuromancien, la nouvelle de Gibson, mais aussi dans Matrix par exemple, qui se déroule entièrement dans la dimension virtuelle où prennent corps les personnages. Et quand je vous dis que les œuvres cyberpunk sont précurseurs de technologie, je mens pas, c'est à l'occasion de Matrix que John Gaeta a inventé la technologie du bullet time. C'est une manière de filmer au ralenti qui est un peu kitsch aujourd'hui, mais qui à l'époque était révolutionnaire. D'autres œuvres, on peut mettre en image des dimensions informatiques du genre, telles que Johnny Mnemonic, Ready Player One, avec son Oasis, Tron avec The Grid, ou encore l'Animus dans Assassin's Creed. Bon, on peut pas vraiment parler de cyberpunk pour le dernier, mais quand même, le scénario d'origine oppose Desmond Miles aux Templiers, devenu une institution internationale sous la couverture de l'entreprise Abstergo. Mais dans Cyberpunk 2077, on ne passe pas beaucoup par cette interface de Netrunner. En effet, les Netrunners ne sont que des désagréments lors des combats, mais vous pouvez, via votre interface oculaire, pirater tout type d'objets ou de prothèses. Et ces interfaces futuristes et complexes ont souvent des traits communs d'un jeu à un autre comme d'un film à un autre. Leur utilisation intervient dans beaucoup d'œuvres, et les sociétés de production font souvent appel à des studios spécialisés dans ce domaine. Du coup, pour conclure, je citerai le studio londonien Territory qui a travaillé sur le title design du jeu, mais aussi sur les interfaces de beaucoup de jeux et de films, dont celui qui a sorti des placards l'œuvre de Ridley Scott, Blade Runner 2049, et également le live-action de Ghost in the Shell. Souvent visuellement complexes, ces interfaces nous font comprendre que les technologies de l'époque de l'œuvre sont plus ou moins à la portée de notre compréhension. Par conséquent, nous sommes censés en déduire, avec le reste du contexte, si la chronologie de l'histoire est plus ou moins loin de nous et si elle fait partie de notre univers ou non. C'est donc au travers du prisme de Cyberpunk 2077 que j'ai essayé au mieux de vous présenter tout ce qui fait la force du style homonyme. Il aura fait rêver plusieurs générations au travers de multiples œuvres dont on se souviendra probablement encore longtemps. Mais est-ce que le genre n'a pas fait son temps graphiquement parlant ? Verra-t-on dans le futur une nouvelle esthétique originale qui pourra le montrer sous un nouveau jour ? Voir le genre évoluer au fur et à mesure des œuvres et des années m'a confirmé en tout cas que le cyberpunk avait de belles ressources artistiques et a toujours su se trouver un public. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Beyond, c'est la première fois que j'écris et tourne une vidéo aussi complexe. Il est fort possible que des erreurs et des oublis se glissent dans la vidéo, alors soyez indulgents, je lirai les corrections en commentaire avec plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que j'en ai eu à l'écrire et à la réaliser, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Ça motive de fou de savoir que ce qu'on fait plaît aux gens et que le temps investi n'est pas inutile. Et surtout, n'hésitez pas à suggérer d'autres styles, genres, concepts à aborder dans un prochain épisode en commentaire, car je voudrais aborder plein de thèmes différents. Je n'ai volontairement pas donné mon avis sur le jeu et je vous invite à me rejoindre en live pour en parler, mais aussi de la vidéo. Et je tiens surtout à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans mes recherches et ceux que j'ai pu consulter pour savoir si le contenu était cool, etc. Enfin voilà, vous vous reconnaîtrez. Je vous dis à bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode, et en attendant, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne et sur les autres vidéos. Salut!